Les spécificités du projet digital. La gestion de projet, c'est une discipline partagée par un grand nombre d'univers très différents. Elle mobilise les mêmes enjeux, les mêmes savoir-faire fondamentaux dans tous les contextes. Orchestrer l'activité d'une équipe pour respecter les contraintes des coûts, des délais, de qualité, et cela afin de parvenir à réaliser quelque chose d'unique. Cela étant dit, la bonne connaissance du secteur ainsi que le développement de l'expertise d'un chef de projet dans son domaine d'activité sera toujours gage d'efficacité. Comme l'industrie automobile, la construction ou travaux publics, le digital apporte avec lui son lot de spécificités. Des particularités qui sont liées au média numérique lui-même, au contenu qu'il propose, aux usages, au socle technologique, etc. Un projet digital mobilise par ailleurs des acteurs hyper spécialisés et s'intègre dans des stratégies plus globales qui doivent servir en tant que levier incontournable. Le digital, c'est tout un monde. Et c'est un monde qui est en perpétuelle évolution. Ce qui était logique et correct hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Si une veille efficace et structurée sera essentielle pour vous maintenir à jour, comme je l'ai dit précédemment, ce qui avant était bon, demain ne l'est plus forcément, on peut distinguer plusieurs domaines que le chef de projet devra connaître et de ce fait intégrer. Il sera alors outillé pour appréhender au mieux les projets qu'il sera chargé de mener à bien. Maintenant, parlons un peu de digital, car il faut quelques mots pour cerner le digital. Pour les plus puristes d'entre nous, le terme digital reste un adjectif associé au substantif doit. Il désigne donc quelque chose qui s'y rapporte, comme une empreinte digitale. Par exemple, dans les années 80, surgissent en quantité des systèmes d'affichage qui utilisent 7 segments pour présenter des chiffres grâce au LED. On devrait d'ailleurs dire DEL en français, pour diode électroluminescente, ou aux cristaux liquides. On parle alors de LCD, pour Liquid Crystal Display. Ces fragments sont appelés digits en anglais, terme qu'on peut signifier à la fois doigts, chiffres et numéros, parce qu'il y a longtemps, on disposait que de ces doigts en guise de calculette. Ces écrans ont été baptisés Digital Display et par extension, on a pris l'habitude de parler d'affichage digital, même lorsque les technologies ont permis de remplacer les 7 fragments par des points ou pixels. L'Académie française préconise alors d'utiliser en lieu et place du terme numérique, mais il y a la règle et il y a les usages. Aujourd'hui, l'univers digital, donc numérique, englobe toute une variété de supports, de médias, de terminaux, de consultations et même de services. L'Internet et le web est en premier lieu l'incarnation du digital, par le mariage planétaire qu'il représente à la fois en matière d'infrastructure et d'information. Les terminaux de communication qui permettent d'accéder à des données en s'intégrant au réseau global font aussi partie de la sphère digitale. Les ordinateurs, évidemment, mais aussi les tablettes, les smartphones, les écrans connectés de toute taille et même nature, etc. Pour rester accessible, utilisable en tout lieu et en tout moment, l'information s'est dématérialisée. Ainsi, chiffrée, elle a quitté le papier, la pellicule, le silon et donc le vinyle, ou la bande magnétique pour rejoindre le support numérique. Il en va de même dans les entreprises où la transformation numérique, on parle aussi de digitalisation, vient améliorer et accélérer les échanges d'informations. Les objets ont aussi rejoint le réseau,
Par exemple, la télévision, associée ou non à sa box. Nos montres bourrées de capteurs. Les balances qui transmettent maintenant notre poids et notre rythme cardiaque. Nos applications de santé. Les robots dits intelligents qui apportent aide et présence aux personnes âgées ou qui permettent à un chirurgien d'opérer un patient à distance avec une précision qui est vraiment inégalée. Les voitures capables de s'orienter et de se garer sans conducteur. Les écrans publicitaires dans les stations de métro qui adaptent les messages selon le contexte et la météo par exemple. Etc. 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 Voici un petit exemple. En 2014, les agences Ogilvy et MEC prennent en charge la campagne de lancement de Netflix en France. Les messages publicitaires élaborés à partir de gifs animés, issus de séries Netflix, seront diffusés sur plus de 2000 panneaux d'affichage numérique. En moins de 2 heures, les messages peuvent s'adapter aux événements marquants, à la météo par exemple, afin d'entrer en résonance avec le vécu des passants. On peut donc retrouver une courte vidéo de présentation de cette campagne à l'adresse ici. Désormais, le digital est vraiment omniprésent dans le quotidien. On peut aller du virtuel, grâce au casque immersif, à la réalité augmentée, qui peut aller au-delà des oreilles de chat sur Instagram, bien sûr, en passant par la réalité facilitée, grâce aux assistants vocaux. Par exemple, vous prenez votre téléphone et vous pouvez dicter votre message et il va s'écrire tout seul. Au cœur de cette révolution, somme toute récente, 3 dimensions essentielles proposées à tout projet digital. L'information, c'est-à-dire la donnée, au cœur de tous les échanges, les usages induits ou modifiés et la technologie indispensable au fonctionnement de l'ensemble. L'importance de l'information. Par essence, les contenus traités par une plateforme digitale peuvent être de toute nature. On a d'ailleurs longtemps parlé de multimédia, un projet digital qui pourrait intégrer indifféremment de l'information textuelle, visuelle, audio et vidéo. Chaque type de contenu embarque ses propres spécificités. On a d'abord le texte, tout d'abord porteur de sens et d'informations de premier niveau. C'est le format le plus facilement traitable et donc un allié de taille pour toutes les problématiques de référencement. Une recherche en ligne passe par le texte, même s'il est désormais tout à fait possible de dicter ce que l'on souhaite à un ordinateur ou à son smartphone. Hey Google, associé au lien structurant le web. Le SEO, Search Engine Optimization, devient une dimension qui est vraiment incontournable dans la création d'un site web. Un site web qui n'est pas référencé SEO n'atterrira jamais dans les premières pages de Google. Pour le web, le texte devra donc être rédigé de façon adaptée, en privilégiant les formats courts et en s'appuyant sur une structure spécifique pour faciliter la lecture à l'écran et l'indexation dans les moteurs de recherche. Des auteurs, rédacteurs web, concepteurs, rédacteurs, journalistes, SEO manager, référenceurs web, etc. Il y a plein d'autres métiers, sont des métiers avec lesquels un chef de projet pourra collaborer. Les images, elles sont omniprésentes. Elles font vraiment partie intégrante de toutes les interfaces. De la plus complexe, comme une photographie par exemple, à la plus simple, comme les icônes, ou que vous voyez fleurir un peu partout. Elles véhiculent également de l'information. Elles sont le domaine des photographes, illustrateurs, graphistes, directeurs artistiques, directeurs de création, etc. Donc par exemple, l'image est souvent considérée comme un vecteur d'engagement. D'ailleurs, une requête sur ce thème sur Google renvoie près de 800 millions de résultats. C'est un fait. Un contenu visuel est bien plus facilement mémorisé qu'une information textuelle et largement apprécié des internautes. Ça se traduit en chiffres. Un contenu web bénéficie de près de 95% de consultations en plus lorsqu'il utilise une image. Par exemple, sur Twitter, un contenu avec un média visuel est beaucoup plus retweeté, plus 34%. Et dans la galaxie Facebook,
Ce sont donc 17 milliards de photos qui sont échangées chaque mois sur Messenger et 350 millions de photos ajoutées chaque jour sur le réseau social. Ça fait donc beaucoup. Mais pour en revenir à ce que l'on disait, l'audio, c'est également un format de contenu de plus en plus publicité. Certains sites web ou applications mobiles utilisent le son pour améliorer leur interface. Des sound designers et compositeurs peuvent être intégrés à un projet et à une équipe de projet pour habiller l'audio et le parcours utilisateur. Mais le son, c'est aussi une information brute, comme lorsque vous donnez des instructions à un assistant vocal ou lorsque vous faites guider à l'oreille par votre GPS. Le digital amène aussi ses contenus sonores, comme la musique, via les plateformes de streaming, les podcasts, dont l'essor se confirme d'année en année. Plus d'un Américain sur 2 a déjà écouté un podcast. Les livres audio, depuis la plateforme Audiolib par exemple d'Amazon. La presse, même si aujourd'hui, avec l'Express par exemple, qui propose ses articles désormais en audio. La vidéo, quant à elle, c'est un format qui est vraiment incontournable. Extrêmement attractif, beaucoup de projets vont avoir recours à ce média. Intégrer de la vidéo dans un projet implique la mobilisation d'une équipe spécialisée. Réalisateurs, monteurs, producteurs seront au moins ponctuellement intégrés à l'équipe. Mais les animations, comme celles utilisées dans les tutoriels, ou pour mettre en scène des informations, des infographies, animées, sont également prisées des motion designers qui pourront alors être intégrés dans le projet. Gérer un projet digital impliquera une connaissance globale de l'ensemble des médias disponibles. Ces contenus sont toutefois des informations descendantes que l'initialisateur du projet souhaite diffuser auprès de son audience. Mais tous ces projets digitaux sont aujourd'hui amenés à composer aussi avec des informations externes et données générées par les utilisateurs. Les données dans un projet digital. Beaucoup de projets se construisent sur un principe de gestion de la donnée. Aujourd'hui, c'est l'information qui possède une valeur intrinsèque. Ces données, exploitables par l'entreprise et donc au travers de projets, peuvent avoir deux origines qui sont vraiment distinctes. Les données externes ne sont pas produites au sein de la solution que vous développez. Elles peuvent être accessibles gratuitement ou non, ce qui aura inévitablement un impact sur le budget du projet. Dans les phases amont du projet, l'analyse des données disponibles, par exemple, sur les usages et comportements, viendra influencer la conception même de votre produit. En matière d'usage, la capacité à capter des informations auprès d'autres services pourrait être clé. Récupérer des données depuis un compte mail ou social de l'utilisateur pour faciliter une création de compte, collecter des informations en provenance des objets connectés par exemple, dont il dispose, relayer les actualités depuis des réseaux sociaux, etc. Il faut savoir que le monde digital, c'est un écosystème en lui-même, au sein duquel le flux de données constitue les principales interactions. Une solution digitale pourra difficilement vivre coupée du contexte global de son utilisateur. Donc les données externes et données générées. Donc voici un exemple dans son édition 2019 de l'économie et la société à l'ère numérique. L'INSEE s'intéresse à l'open data. Donc c'est des données ouvertes en France. Concernant donc les données publiques, on constate une augmentation quasi constante des consultations des données publiques sur la plateforme gouvernementale, donc en 2013, comme on peut le voir ici. Donc ce portail, plateforme ouverte de données publiques françaises, collecte et diffuse un grand nombre de sources dans tous les secteurs d'activité. Donc là, c'est sur data.gouv.fr, c'est statistiques et consultations de la plateforme data.gouv.fr. Donc si vous voulez voir, vous pouvez vous rendre sur ce site. On peut également consulter directement et utiliser dans le projet des données ouvertes de bien d'autres domaines. Par exemple, la Météo France, par exemple, qui offre un accès
à un grand nombre d'informations via son portail de données public. Il y a également la SNCF qui propose une grande quantité de données sur ses horaires et son trafic via SNCF Open Data. Si c'est l'alimentation qui intéresse, on peut télécharger l'application Open Food Fact sur le mobile ou accéder à l'ensemble des données. Donc les données qui sont générées vont représenter également un enjeu produit directement pour l'utilisateur ou par ses actions. Ça représente une quantité très importante d'informations, mais encore faut-il savoir les exploiter. On distingue donc deux types de données. Les données qui sont structurées, souvent des mots ou plus généralement des signes, qui sont stockés dans des bases de données en étant associés à des champs nommés qui permettent de décrire le type d'information contenue. On a également donc ces données qui sont relatives et simples à gérer et à exploiter. On ne confondra pas, par exemple, un nom de famille avec une adresse email. Ça, c'est sûr. Un autre type d'information, c'est les données dites non structurées. C'est l'information qui n'est pas catégorisée et donc, par définition, plus complexe à exploiter. Donc, lorsque vous permettez aux utilisateurs de produire des contenus, on parle du GC, pour User Generated Content. Il sera souvent difficile d'en vérifier la pertinence. Ce sera le cas pour les messages publiés sur les réseaux sociaux, par exemple, ou dans d'autres espaces de commentaires. Comment pourriez-vous détecter certaines tournures de phrases, comme l'ironie, par exemple? Un simple bravo, ça peut être perçu de manière très différente. Et ça sera facilement perçu par un humain comme une félicitation ou alors du sarcasme, beaucoup moins facile par une machine. Il en ira de même pour du contenu audio ou des images téléversées, si les formats de fichiers sont maîtrisés et maîtrisables. L'information portée, elle, est plus difficile à détecter en dépit des progrès incessants des algorithmes d'analyse sémantique. L'information est donc au cœur de toutes les solutions digitales, qu'elles soient descendantes, collectées, structurées ou non. Elle mobilisera donc dans votre projet un grand nombre d'acteurs selon la nature des contenus exploités. Vous devez tenir compte de ces particularités de chaque forme d'information. On va maintenant simplifier la vie des utilisateurs. Donc les utilisateurs sont l'élément central de tout projet digital. Eux aussi sont porteurs de spécificités qu'il vous faudra donc appréhender lorsque vous lancez dans le digital et le pilotage d'une production justement digitale. Comme leur implication est essentielle pour assurer la pérennité de l'utilisation, vous attacherez à les intégrer d'une façon ou d'une autre au processus de définition du projet. Leurs comportements et leurs besoins sont essentiels à comprendre pour leur proposer une solution qui est adaptée. Ce ne sont plus de simples consommateurs dits lambda qui viennent par exemple acheter un produit dans un magasin, puisque le digital est présent à chaque instant de notre vie et que les points de contact sont presque infinis au travers de multiples interfaces que nous utilisons quotidiennement. La notion de parcours prend alors tout son sens, d'autant que l'hyper-personnalisation est une vague de fond de considération. Dans toutes les stratégies de digital marketing, il conviendra de proposer aux utilisateurs le bon contenu au bon moment et surtout via le bon support. Ce qui suppose de prendre en considération les habitudes numériques et la vie sociale des utilisateurs pour bien sûr optimiser leur expérience digitale proposée. La mobilité a révolutionné les usages. Même lorsque vous travaillerez à la réalisation d'un site web, la compatibilité de celui-ci avec une consultation via un smartphone n'est même plus une question à se poser. On ne doit même plus se demander est-ce que mon site est potentiellement navigable sur téléphone. Il faut vérifier que ce soit adaptable aux différents terminaux et c'est désormais un réflexe métier pour le chef de projet. On ne peut pas mettre un site en ligne
s'il n'est pas responsive. D'ailleurs, on parle de mobile first à présent. La temporalité aura donc tout son sens, comme la disponibilité des utilisateurs. On a de moins en moins de temps à consacrer à un apprentissage d'une interface. Il faudra donc intuitive et pour cela être au fait des conventions d'usage et de vigueur. Et on est de moins en moins enclin à consacrer du temps à un processus complexe. Il faut aller droit au but, sans pour autant donner le sentiment de forcer la main. La solution proposée doit s'intégrer dans les usages et si possible les faciliter. Les logiques d'échange et d'évaluation sont également à considérer. Les notes, les avis sont des critères essentiels de conviction et de bons leviers de transformation. Ils permettent un choix rapide et rassurant, mais il faut savoir que c'est à double tranchant. Évaluer, c'est identifier les meilleurs, comme évidemment les moins bons. Vous devez en tenir compte dans l'élaboration de vos solutions digitales. Donc, d'un point de vue plus technologique, mais toujours dans le registre de l'usage, d'autres contraintes sont également intégrées. La dépendance énergétique, qui est cruciale. Imaginez que votre application mobile consomme trop d'énergie et épuise trop rapidement la batterie de vos utilisateurs. Il y a fort à parier qu'elle sera abandonnée sans tarder. Donc, par exemple, on a l'obsession d'avoir un téléphone chargé avant d'entreprendre un voyage en train et bien ancré dans nos habitudes. Si vous avez déjà vu des voyageurs pédaler en gare en attendant leur intercité, dans la gare d'Utrecht, aux Pays-Bas, c'est une forme de production d'énergie qui est utilisée. Il est possible de charger son smartphone tout en faisant de la balançoire. Sans doute plus compliqué de lire ses mails en même temps, mais probablement beaucoup plus amusant. Vous pourrez en savoir plus en lisant donc des articles tels que Cripples qui évoquent ce sujet. Mais pour ce qui est de parler de la connectivité, il faut justement ne pas s'imaginer que tout le territoire est couvert par un réseau 4G, ni même en 3G. Même dans les zones couvertes, le réseau peut être défaillant, comme dans certains transports en commun, souterrains, par exemple, où, comme on dit, ça ne passe pas, ou très mal. L'application que vous proposez ne devrait pas être inutilisable en cas de rupture de connexion, mais elle devra par exemple proposer un mode dégradé en attendant de retrouver un accès aux données utiles. Toutes ces particularités vont nous amener à considérer les utilisateurs non pas en tant qu'individus isolés, seuls face à la solution digitale, où vous allez produire, mais une interaction qui est permanente avec d'autres supports, d'autres plateformes, d'autres individus dans un parcours qui se dit essentiel, expérientiel et global. C'est là tout l'enjeu de l'approche user-centric, souvent portée par les UX designers, qui sont intégrés aux équipes de production. Ce qui est vraiment indispensable au niveau des technologies, c'est ce dernier volet qu'on va aborder ici, c'est la technologie. Un grand nombre de solutions technologiques existent pour rendre concret un projet digital. Ces technologies sont à prendre en compte à plusieurs niveaux et constituent parfois une contrainte imposée par le commanditaire du projet. Les réseaux Internet lui-même est porteur de ses propres particularités auxquelles votre projet devra se conformer. De nombreux langages pourront être mobilisés pour développer la solution envisagée. Des outils très pratiques, comme les systèmes de gestion de contenu, viendront accélérer le développement tout en simplifiant l'administration des contenus une fois votre projet livré. On peut revenir sur cette dimension technologique dans une seconde partie. Ainsi, ce qui est indispensable à retenir, c'est l'information, les usages et le socle technologique qui sont les principaux spécificités d'un projet digital. Maintenant, la mise en œuvre d'un projet digital. Donc, chaque projet
et c'est pas propre au digital, constitue vraiment un investissement. Pour le commanditaire, mener le projet à son terme représente un coût. Il sera donc indispensable de démontrer que cet investissement sera rentabilisé par l'exploitation de la solution que vous proposerez. Dès la présentation de votre solution, vous serez amené à mettre en lumière les bénéfices futurs. Elle devra pour cela répondre à un véritable besoin que vous aurez identifié et formalisé. C'est la satisfaction de ce besoin qui produira la valeur, assurant le retour sur investissement. Afin de pouvoir le vérifier, lorsque la solution sera en phase de vie, vous serez chargé de définir des objectifs clairs et SMART pour simples et spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis, ainsi que les indicateurs de performance KPI associés qui permettront d'évaluer la réussite ou bien l'échec, ça peut arriver, de votre projet. Selon la nature du projet, on peut être amené à mettre des indicateurs spécifiques qui pourront être définis. On peut relever des indicateurs dits bruts qui seront de simples mesures. Parmi eux, on peut citer le nombre de visiteurs uniques, d'abonnés, de followers en fonction de la nature du projet, le temps passé sur une page ou une application, le nombre de pages visitées, d'articles consultés, d'écrans affichés, de vidéos vues, etc. Le nombre de liens sortants et entrants, le nombre de likes, de partage de commentaires, etc. Sur la base de ces indicateurs, vous pouvez en calculer bien d'autres, selon les objectifs que vous avez identifiés. Par exemple, le taux de rebond, nombre de visiteurs arrivant sur une page et qui la quittent immédiatement, le panier moyen par client sur une plateforme de e-commerce, le taux de conversion et ses variantes d'une étape à l'autre, dans un processus d'achat de visiteurs en clients, etc., le coût d'acquisition d'un utilisateur, etc. Notez que dans un projet, les objectifs que vous définirez ne seront pas nécessaires des engagements fermes. Ils définissent une trajectoire, une cible grâce aux résultats du projet. Durabilité et évolutivité. Donc, un projet, ça va s'intégrer toujours dans une stratégie d'entreprise globale. Ces stratégies ont souvent des visées à long terme et le projet est un des leviers activés pour y répondre. À noter également que les effets ne sont rarement immédiatement visibles. Le temps d'acquérir un bon référencement pour une solution web se compte en mois. Une communauté solide sur les réseaux sociaux ne se constitue pas en quelques jours, à de rares exceptions près. Un projet digital conduira à une réalisation destinée à durer. Par ailleurs, les investisseurs et les investissements dont nous venons de parler devront souvent être amortis sur plusieurs années, ce qui nécessite une durabilité minimale, contrainte pour une solution digitale. En effet, un projet numérique peut constituer un coût important, parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une entreprise n'envisagera généralement pas de dépenser autant d'argent chaque année. Enfin, nous l'avons vu dans la première partie de ce cours, les usages sont au cœur de toute solution digitale. Et ces usages, comme les attentes des utilisateurs, évoluent sans cesse au cours du temps. Non seulement votre solution devra être pérenne, mais elle devra également démontrer sa capacité à suivre les évolutions, à se conformer aux tendances et donc aux codes qui vont émerger. Vous rencontrerez ainsi de nombreux projets de refonte dans votre carrière de chef de projet. Ces refontes peuvent être totales, mais le plus souvent, elles concernent une modification de l'interface, une mise à jour technique ou une reprise d'une partie seulement de la solution existante. Par exemple, un espace client, un module de gestion de nouveaux services à intégrer, etc. Ces modifications récurrentes vont indiquer et indiquent parfois des projets au long cours. Le pilotage du projet
organisera alors ces multiples micro-évolutions afin d'enrichir une solution existante, d'améliorer les parcours, les taux de conversion entre plusieurs étapes, l'efficacité de plusieurs call to action, etc. Dans ce cas, il faut savoir que le budget annuel est généralement défini. Il impliquera un mode de gestion de type TMA, Tierce Maintenance Applicative, et une succession de nombreux micro-projets. Donc, voici pour conclure une dernière dimension propre au projet numérique, l'intégration au système d'information, SI, de l'entreprise. C'est un axe clé de tout projet digital qui devra pleinement s'intégrer à l'entreprise. Souvent, c'est une contrainte qui est imposée dès le cahier des charges initial. Il vous appartiendra, si ce n'est pas le cas, de vérifier que la solution produite à l'issue du projet pourra interagir avec le système existant. À savoir que cette intégration au SI sera à plusieurs niveaux. On a au niveau informatique dur, en premier lieu, les questions d'accès aux données, de leur stockage, d'hébergement, sécurité, qui devront être prises en compte dans votre projet. Il en ira de même si les futurs administrateurs disposent d'une configuration technique particulière sur leur poste de travail. Donc, au niveau des applications, d'autres questions se posent. Par exemple, quels sont les outils en place au sein de l'entreprise? On a les systèmes de gestion de clients, CRM, Customer Relationship Management, où sont stockées les informations liées aux produits ou services. Quel flux d'informations envisager à travers de quelle API, etc. Mais on a également les données qui elles-mêmes, en tenant compte des formats utilisés, de manipulation éventuelle sur ce format, pour pouvoir les traiter ou les afficher ou les formaliser nécessaires pour transmettre les commandes des internautes à une infrastructure logique, etc. Enfin, on a également des normes d'usage interne qui devront être étudiées. Quels sont les usages en place en matière de circuits, d'information et comment les projets ou le projet devra se conformer. Ou, au contraire, comment il pourra les modifier. Dans ce cas, le pilote de projet devra envisager une phase de conduite de changement, ce qui peut parfois s'avérer un chantier assez conséquent. Mais l'intégration du SI n'a pas d'impact que pour l'entreprise commanditaire. En permettant des parcours plutôt fluides et sans couture, une bonne intégration va faciliter de manière exponentielle l'expérience utilisateur. Par exemple, en évitant de changer de plateforme pour acheter un produit, en supprimant les intégrations multiples pour plusieurs services d'une même entreprise, ou en permettant à un utilisateur enregistré de retrouver son historique de facturation. Mise en œuvre technique d'un projet digital. Pour la plupart des projets digitaux, le développement représente environ les 2/3 de la charge facturée. Qu'on soit familier ou non de la technique, le chef de projet ne pourra pas ignorer cette spécificité. Le digital existe essentiellement par l'apparition de l'Internet. Réseau informatique maillé, sans nœud central, il va constituer un socle technique fondamental. Il désigne de ce fait les infrastructures physiques, câbles en tout genre, fibres, satellites, antennes, ondes, etc., mais aussi l'ensemble des protocoles, c'est-à-dire de sortes de langues communes qui sont mobilisées pour assurer la transmission des informations au fur et à mesure et à travers le réseau. Au-delà de TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, l'enceinte structurelle qui gère la transmission des données d'une machine à l'autre, de très nombreux modes échanges existent. Ils permettent une organisation de transfert de données à travers des architectures dites client-serveur. Pour simplifier, dites-vous que dans le web, c'est comme une terrasse de café. Les clients émettent des demandes, donc les commandes, les requêtes auxquelles répondent les serveurs. Voilà, tout simplement. Par la suite, cette organisation
a des impacts très opérationnels, comme l'utilisation des noms de domaine qui mobilisent les serveurs DNS, Domain Name System, les mises en ligne via FTP pour File Transfer Protocol, les distributions de courriels, la sécurisation des échanges avec le SSL pour Secure Socket Layer et bien d'autres utilisations encore. Cette couche de base permet le fonctionnement de tous les autres services proposés par le réseau mondial. En s'appuyant sur cette infrastructure, de nombreux langages informatiques peuvent être utilisés pour le web. En particulier, on peut les regrouper en deux familles distinctes, le langage serveur et le langage côté client. Côté serveur, ce sont des langages dits dynamiques qui permettent notamment de gérer donc les pages web à la volée. Donc à partir de requêtes des utilisateurs et des informations stockées dans des bases de données. On doit connaître plusieurs langages tels que PHP, donc acronyme de Recursive Design PHP Hypertext Processor, avec ce second PHP pour Personal Homepage, et sans doute le plus connu sur le web. Issu du C, c'est un langage open source très accessible aux débutants. Python, un langage de programmation utilisé dans de nombreux domaines, en particulier dans la communauté scientifique et dans l'industrie du jeu vidéo. Facebook et YouTube, notamment, l'utilisent côté serveur, en combinant avec d'autres langages. On a C#, ou dit, comme on dit, C#, C et SHARP. C'est un langage universel de développement d'applications pour le web. Il s'utilise de pair avec le framework .NET de Microsoft afin de produire des API, Application Programming Interface, spécifiques ou des applications web. Perl, qui est encore largement utilisé notamment par Amazon, mais aussi dans le milieu des finances. Il a eu un impact important dans la généralisation du web dynamique. Java, c'est également un incontournable. Langage open source, lui aussi, il représente l'avantage d'être totalement indépendant des plateformes. Il peut être mobilisé dans n'importe quel type de projet digital, garantissant une grande évolutivité des solutions. On peut l'utiliser pour produire des logiciels multiplateformes, comme pour des projets web, langage néanmoins complexe. Un projet Java générera souvent un coût par conséquent. Par exemple, Google, Facebook, Twitter et YouTube utilisent Java. Il sera également utilisé pour le développement d'applications mobiles, notamment sous Android. Côté client maintenant. Certains langages permettent d'enrichir la navigation, par exemple en générant des transitions ou des animations. Ils facilitent aussi l'utilisation, notamment en vérifiant des informations dans un formulaire pour indiquer les erreurs, en adaptant la présentation au terminal de consultation utilisé. Mieux encore, c'est grâce à ces langages script que les cookies peuvent être exploités, que les analyses déficits peuvent être menées ou que les publicités peuvent être ciblées. Le plus connu d'entre eux, ça reste JavaScript. Mais il existe maintenant TypeScript. Par contre, JavaScript n'a rien en commun avec Java, si ce n'est la proximité du nom. Dans les pages web, de nombreuses bibliothèques framework JavaScript sont utilisées. jQuery, donc React, Angular, Vue, Flutter, etc. Donc, si on consulte le site Buildwidth, on peut constater donc que PHP demeure quand même un des langages les plus utilisés sur le web, suivi de près par ASP.NET. Ensuite, côté bibliothèque JavaScript, on a jQuery, les librairies Facebook et Google, et Bootstrap qui sont quand même très largement utilisés. Ce sont quelques exemples parmi toutes les statistiques d'utilisation des technologies que on peut trouver sur ce site et qui pourront orienter dans l'utilisation des tendances. Il y a quand même un autre élément notable. Si on souhaite savoir quelles sont les technologies utilisées par un site particulier, on peut installer l'extension pour le navigateur Chrome. Donc, maintenant, il faut faire quand même attention.
Pourquoi? Lorsque l'on parle de langage web, le premier langage qui vient à l'esprit sont HTML et CSS. Mais attention, le HTML, Hypertext Markup Language, c'est un langage balisé de description de contenu. Un fichier HTML intègre le contenu à afficher à l'écran et un certain nombre d'étiquettes, les balises, précisent la nature des éléments de contenu. Ceci est un titre, cela est un paragraphe, voici le lien, etc. Le CSS, Cascading Style Sheet, est un langage qui permet de gérer l'apparence de ce contenu. Il est utilisé pour mettre en forme les documents sur le web. Aucun de ces deux langages ne sert à faire de la programmation à proprement parler. C'est une erreur qui est souvent dite par les personnes qui débutent. Lorsque vous envisagez un projet web, un choix se présentera à vous, souvent de manière plus prégnante que celui des langages. Quel CMS utiliser? Un CMS, déjà, qu'est-ce que c'est? Un CMS, Content Management System, c'est un système de gestion de contenu. C'est simple, un ensemble de lignes de code déjà réalisées dans l'un des langages côté serveur que nous venons d'évoquer, capable d'aller chercher des informations dans une base de données et proposant une interface simple pour gérer les contenus et l'apparence d'un site web. Un coup d'œil sur Internet vous permettra d'accéder à plusieurs centaines de CMS disponibles. Malgré tout, un choix rationnel vous amènera à sélectionner un des outils les plus utilisés, afin de trouver plus facilement les extensions nécessaires à implémenter des fonctionnalités à votre projet. Les thèmes adaptés pour personnaliser l'apparence de votre site et une documentation fournie associée à une communauté réactive, capable de vous aider en difficulté. Parmi les CMS les plus répandus, on a WordPress, Drupal, Joomla, PrestaShop, etc. Mais aussi, on a Magento qui existe. On a Shopify pour les solutions qui intègrent des fonctionnalités e-commerce, bien que WordPress le fasse également. Donc, c'est plus rapide à installer et à développer qu'un développement intégral de votre solution digitale. Le CMS permet aujourd'hui donc de faire la plupart des sites en activité de fonctionner. D'après le site coder.com, le CMS le plus utilisé en France, c'est WordPress, largement en tête avec 36,1%, Joomla 9,27%, puis on a des Joomdim qui est un peu moins connu, Drupal et SPIP. Lorsqu'un CMS est largement utilisé, il vous sera donc plus facile de trouver des conseils et assistance pour le déployer dans votre solution digitale. En vous préparant à devenir chef de projet, vous ne vous destinez pas à une carrière de développeur, mais vous devrez connaître au moins de nom les principaux langages associés à votre univers, en comprendre les principales caractéristiques et les enjeux relatifs. Pour chacun d'entre eux, vous devrez aussi, avec les équipes en développement, considérer les enjeux de sécurité liés au projet. Pour conclure, comme tout projet, un projet digital comporte son lot de spécificités, comme on peut le voir ici. Désignant d'abord un affichage sous forme de segments, le digital display, le terme digital, fait désormais référence à tout l'univers du numérique, dans son ensemble, qu'il s'agisse donc de technologies employées ou des terminaux de consultation. Le projet donc digital, d'abord parce qu'il est lié à la gestion de contenu de nature très diverse, le texte porteur de sens et piliers, incontournable de référencement, les images de contenu ou d'interface, l'audio, la vidéo, en font un support résolument multimédia. Les données, dans les grandes variétés, sont elles aussi à considérer dans un projet digital, qu'elles soient externes ou générées, structurées ou non. Elles sont cruciales car elles constituent la valeur intrinsèque de beaucoup de projets. Et donc, le résultat de votre projet va dépendre et être capable de le gérer et de manipuler. De plus, tout projet digital doit tenir compte des impératifs d'usage. L'utilisateur, c'est un pilier à considérer. Il faudra comprendre les besoins et comportements
afin de lui proposer des solutions adaptées et pérennes. Enfin, concernant la technologie, socle incontournable de tout projet digital, qui viendra influencer le projet qu'il s'agisse de technologies de base, donc inhérentes au réseau ou au choix du langage de développement, le projet digital devra quant à lui répondre à plusieurs enjeux. Donc sa durabilité, la rentabilité, ses capacités à évoluer dans son contexte donné ainsi que son intégration au système d'information de l'entreprise. Sa mise en œuvre technique réclamera du chef de projet qu'il possède une connaissance même superficielle des principales technologies fréquemment employées, le principe des échanges client-serveur. Les langages tels que PHP, Python, Java et même JavaScript, les principaux frameworks et bibliothèques tels que React, Angular et Vue.js devront être connus. De plus, il faut considérer un projet web et une appréhension des principaux CMS comme nécessaire.